j'ai rencontré la vérité. J'ai écouté la vérité. Et vous l'entendrez tout à l'heure. Éric Fotorino. 2 minutes 14 sur le plateau de C'est ce soir. On écoutera ça tout à l'heure. La vérité. Nous avons rencontré la vérité. Nous l'écouterons, c'est formidable. La vérité, c'est pas une vérité, la vérité. Cet homme est la vérité. Nous l'écouterons tout à l'heure, ça sera passionnant. Mais c'est vrai qu'il y a des actualités. Par exemple, le sergent-chef Florian Montorio, il ne fera pas la une de Libération. Il ne fera pas non plus la une du Monde. On préfère parler d'autre chose. Il était rattaché au 17e régiment du génie, vous le savez, parachutiste de Montauban. Il a été tué d'un tir à l'arme légère au cours d'une attaque imputée au Hezbollah samedi. Qui était ce soldat? Je vous propose le sujet de Michael Dos Santos. C'est en 2007, alors âgé d'à peine 21 ans, que Florian Montorio décide de servir la France. Très vite, le militaire originaire de Montauban se distingue au sein de l'armée de terre. 2 ans seulement après s'être engagé, il est nommé caporal, puis gravit les échelons. Caporal-chef, sous-officier adjoint, jusqu'à sergent-chef en décembre 2024. Ceux qui ont croisé sa route le décrivent comme un homme aux qualités physiques et intellectuelles remarquables. Le sergent-chef Montorio était un militaire d'exception. Sa bravoure et sa valeur étaient immenses. Florian était effectivement au terme de son parcours militaire. Et d'ici à quelques mois, il était prévu de revenir à la vie civile. En janvier dernier, Florian Montorio avait intégré la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Par le passé, le militaire de 39 ans avait multiplié les opérations à l'étranger, au Sénégal, en Irak, mais aussi en Afghanistan. Une mission à la suite de laquelle il avait été décoré de la Croix de la valeur militaire. Florian était profondément généreux et profondément courageux. À titre d'exemple, il aura pris en charge au combat, en Afghanistan, un de ses camarades blessés dans des circonstances particulièrement périlleuses. Florian Montorio laisse derrière lui une famille en deuil. Le militaire était pacsé avec sa compagne et père de 2 enfants. Et évidemment, on aura une pensée pour cet homme qui a donné sa vie à la France et qui mérite évidemment notre respect, notre compassion et une pensée bien sûr pour sa famille. Alors, que doit faire la France ? Que doit faire la France aujourd'hui ? Et là, je vais me tourner vers Pierre Lelouch. On va écouter Jean-Noël Barrot qui a parlé du Hezbollah et avec une interview d'ailleurs qui était vraiment très intéressante chez Frédéric Aziza qui sait poser les questions parfois qui sont, j'allais dire, les questions qui fâchent. Mais en tout cas, écoutez ce qu'a dit M. Barrot et après, vous allez nous dire que doit faire la France. Est-ce que le Hezbollah est pour la France une organisation terroriste ? Oh, vous savez, la position de la France est connue. Sur le volet militaire, les activités du Hezbollah sont considérées comme des activités terroristes, mais nous reconnaissons comme partie prenante du processus politique libanais les responsables issus du Hezbollah qui y contribuent. Ce qui est essentiel à nos yeux, c'est que le Hezbollah rende ses armes, toutes ses armes. Beaucoup vous disent que c'est un peu de la foutaise. Le Hezbollah, c'est un tout. La branche politique qui a été créée quelque part pour endormir les Occidentaux. Est-ce qu'en 1940, par exemple, vous aurez parlé de la branche politique de l'Allemagne nazie, c'est-à-dire le parti nazi, et de sa branche armée, militaire, constituée des SA et des SS? La branche armée, elle doit être démilitarisée. Oui, mais à l'époque, c'est l'objectif prioritaire. Oui, mais là, c'est pas pareil. Est-ce que la branche politique, c'est vraiment quelque chose de différent que la branche armée du Hezbollah? Est-ce que vraiment, c'est pas de la foutaise de dire ça? L'objectif, c'est le désarmement du Hezbollah, qui doit se faire de manière ordonnée, ce qui ne peut pas se faire exclusivement par la force. L'histoire du Liban et des relations entre Israël et le Liban l'a démontré. Pierre Lelouch, est-ce que vous voyez de l'embarras dans les propos de Jean-Noël Barrot? Moi, je trouve ça d'une tristesse insigne. Il faut quand même rappeler que c'est la France qui a créé le Liban. C'était le mandat français. On a créé le Liban pour défendre les chrétiens. Aujourd'hui, on en est à dire qu'il y a une différence entre les ministres Hezbollah, les députés Hezbollah et puis les types qui viennent de tuer un de nos soldats. Bon, chacun jugera. C'est pas une politique qu'on a. C'est pas une politique, malheureusement. Écoutez, quand on laisse... qu'est-ce qu'il y a eu là ces dernières semaines? On s'est fait attaquer une base à Abu Dhabi. On a eu un mort en Irak. On a maintenant un mort au Sud-Liban. On a un bateau de la CMA-CGN qui vient de se faire tirer dessus, endommagé dans le Golfe. Et on continue à dire... Je ne sais pas s'il s'est fait tirer dessus, d'ailleurs, c'était de l'intimidation, hein, visiblement. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blessés, mais apparemment le bateau a été touché, d'après les assos.
Donc voilà, on est dans une situation qui est quand même des gens qui nous font la guerre. Ils ont tué avant ça, il y a eu 58 soldats français avec Drakkar, il y a eu des attentats. Que doit faire la France? Écoutez, vous dites que c'est pas une politique. Voilà, je vais vous dire, c'est difficile parce que coller à Trump, c'est juste un peu compliqué, pour dire les choses gentiment. Mais déclarer la neutralité dans une affaire comme celle-là, c'est juste pas possible parce que on est en première ligne, c'est notre économie, ce sont nos soldats, ce sont nos alliés de la région. Donc je pense que ça tient pas. Voilà. Emmanuel Macron reçoit le président libanais aujourd'hui, demain. Le Premier ministre. Donc, sur le Liban, il est clair que et c'est ça qui est ennuyeux. On essaye d'éliminer la France du système parce qu'on a encore une certaine influence. Mais il faudrait que, si la France a vraiment un rôle, Pierre Lellouche, c'est de ramener tout le monde pour donner un coup de main à l'État libanais. Mais il faudra à ce moment-là appeler un chat, c'est-à-dire se débarrasser du Hezbollah. Et non pas dire qu'il y a une différence entre les politiques et le reste. Le Hezbollah pèse, c'est devenu un État dans l'État à l'intérieur du Liban, sur le plan économique, social et militaire. Bon, donc c'est ça qu'il faut casser. Bon. Sinon, il y aura... Mais la réponse, elle est à Téhéran. Sur le Liban, comme sur le Golfe, la réponse est à Téhéran. Bon, Richard Millet a une relation particulière avec le Liban, puisque vous y avez vécu très longtemps. Pays d'enfance, oui. Est-ce que vous partagez l'analyse, par exemple, de Pierre Lellouche, quand il dit la France a créé le Liban? Oui, bien sûr. Effectivement, elle a créé le Liban pour protéger les chrétiens. Voilà. Et monsieur le premier président, avant que ce soit l'indépendance, Émile Hédé, était allé voir Léon Blum en lui disant « Nous ne voulons pas du nord du Liban, Tripoli, capitale, qui est sunnite. Nous ne voulons pas du sud, qui est chiite. Ça doit s'arrêter à Saïda, c'est-à-dire une ville sunnite. Et ça doit s'arrêter. On peut inclure éventuellement les Druzes, mais on veut un État chrétien. » Léon Blum a dit non. Alors, la question véritable, me semble-t-il, c'est pas que doit faire la France, c'est que peut faire la France. À mon avis, elle ne peut plus grand-chose. Le seul endroit où elle soit encore, c'est le fameux quintet de négociation avec les Américains, les Saoudiens, les Émiratis et l'Égypte, mais avec M. Le Drian qui va souvent là-bas, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse là faire grand-chose non plus. Bon, il y a un côté... Le fait qu'on soit devenu inaudible par les Israéliens n'aide pas non plus. Hein. Quand vous voulez peser sur une situation, il vaut mieux être audible des deux côtés. Là, la confiance est complètement rompue avec Israël, donc ça ajoute à la difficulté pour la diplomatie française. Bon, un cargo a été intercepté, Thomas Bonnet? Cargo, oui, iranien qui a été intercepté par les Américains. Il y a eu des images qui ont été diffusées d'ailleurs. C'était assez impressionnant et ça montre que les Américains veulent désormais bloquer aussi le détroit d'Ormuz. Après, quant à la position française, vous savez qu'Emmanuel Macron est très investi au Liban. Il est allé plusieurs fois, etc. Et la question, en effet, est quelle force nous avons encore dans la région? Est-ce qu'on a encore un poids diplomatique? Force est de constater que c'est assez compliqué. Et la question, c'est toujours la même, c'est la même qu'en Iran, c'est est-ce que depuis l'extérieur, on arrive à débarrasser un peuple des tyrans qui sont à l'intérieur? C'est toujours la même question. On a l'impression d'un yo-yo, c'est-à-dire qu'on se quitte vendredi et la guerre est annoncée terminée par Donald Trump, on se retrouve lundi, la guerre reprend. Donc vous voyez, ces cargos interceptés et on en parle ensemble. Dans le golfe d'Oman, l'armée américaine repère au loin un navire iranien long d'environ 270 mètres, le cargo Tuska visible au loin sur ces images. Le commandement militaire américain, à bord d'un destroyer, demande à son équipage de s'arrêter et de quitter la salle des machines, cœur technique du navire, où sont concentrés les moteurs et les systèmes du bateau. Motor vessel Tuska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Demande refusée par les Iraniens à bord. Les militaires américains tirent alors sur le cargo iranien, quittent ensuite leur navire d'assaut en hélicoptère pour rejoindre le cargo Tuska, puis neutralisent son système de propulsion, empêchant alors les moteurs et les hélices du bateau de fonctionner. Donald Trump a réagi cette nuit sur son réseau social. Un cargo battant pavillon iranien nommé Tuska, long de près de 900 pieds et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval. Et cela ne s'est pas bien terminé pour lui. Depuis le début du blocus des ports iraniens imposé par les États-Unis le 13 avril, les forces américaines ont fait faire demi-tour à 25 navires commerciaux ou les ont renvoyés vers un port en Iran. Bon, Pierre Lellouche, je disais yo-yo, Trump pensait sans doute, ou il espérait que le régime iranien allait ou s'effondrer et céder. Sans doute, on peut l'imaginer. Et comme rien de tel s'est produit, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il se retrouve coincé
Et on s'interroge sur la suite forcément des opérations. Trump, il a, par inadvertance, a donné à l'Iran une sorte de deuxième bombe atomique qui est encore plus dangereuse que la première, puisque les Iraniens ont découvert qu'avec Hormuz, ils faisaient chanter la planète tout entière. Donc c'est une arme redoutable et personnellement, je doute que l'Iran abandonne le contrôle de ce détroit. Ça va être une question majeure. Ce qui se passe aussi, Pascal, et qui est compliqué, d'après ce que je lis et d'après ce qu'on entend, la première réunion à Islamabad, c'est que la partie iranienne est très divisée. Il y a d'un côté les gardiens de la Révolution, et un dénommé Vahidi qui est le commandant des gardiens de la Révolution. De l'autre, il y a les politiques, il y a le président et le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, et le négociateur qui préside le Parlement. Les politiques cherchent un deal, les militaires pas du tout. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le 17, rappelez-vous, il y a 3 jours, le 17 avril, Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, et le patron du Parlement, Galiba, annonce que le détroit est complètement ouvert. Les prix du pétrole baissent. Le lendemain, le 18, les gardiens de la Révolution annoncent que c'est fermé. Et donc, on voit bien qu'il y a une contradiction à l'intérieur du régime qui complique la négociation. Alors maintenant, les Iraniens sont des gens qui ont inventé le jeu d'échecs, donc ils jouent le long terme. Ils mettent les Américains devant la responsabilité d'aller ou pas à Islamabad. C'est quand même à 10 000 km, 12 heures d'avion. Ils sont juste à côté. Mais on remarquera quand même que l'Iran résiste à la première puissance mondiale. On remarquera que le but, souvent, d'ailleurs en guerre, c'est de résister une journée de plus que l'ennemi. Et que l'ennemi, en l'occurrence, c'est les États-Unis. Il a des contraintes politiques, économiques que n'ont pas l'Iran. Les Iraniens donc il y a une guerre. Non. Oui. Parce qu'en fait, c'est une guerre d'usure entre deux contraintes. Les Iraniens, si les ports sont fermés et qu'ils ne peuvent plus exporter le pétrole, ce qui est le problème, ne peuvent pas tenir indéfiniment. Les Américains, eux, ont la pression de la terre entière contre eux. Un petit mot juste peut-être, on a quand même peut-être oublié, les Iraniens ont quand même subi un revers de taille à Islamabad, ils sont arrivés à 80, persuadés que ça y est, ils allaient arracher d'énormes concessions, que les Américains allaient tout céder. Quand J.D. Vance, il a appelé les journalistes au milieu de la nuit, je crois, et il est parti dans la foulée, c'était pas non plus une victoire iranienne. Donc je me demande, alors je parle pour moi, si je ne passe pas trop vite, si vous voulez, d'un enthousiasme au départ, dans l'espoir que le régime allait tomber très vite, à maintenant l'idée que ça y est, les Américains ont tout perdu. Ça me paraît un peu... Non, mais c'est pas. Je parle pour moi, Pierre. Je ne parlais pas pour. Je ne réagissais pas seulement. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et la journée d'aujourd'hui sera importante parce qu'il y a encore des réunions prévues. Possible négociation à Islamabad avec la question est-ce que les Iraniens participeront ou pas et est-ce que les Américains prennent l'affaire Grasset. Bah oui.